Cool, ça y est, on est parti ensemble donc pour passer une petite heure pour parler du métier de courtier et puis des solutions, des idées que nous pouvons avoir au travers de Made in Courtage. Et si vous le permettez, je voulais vous dire avant tout quelques mots sur ce qui nous a amené à lancer Made in Courtage. On était parti d'un constat. En fait, c'était en 2018. Le constat était le suivant, c'est qu'il y avait un véritable déficit d'information pour les IOBSP. On fait souvent le parallèle dans notre métier avec l'univers du courtage en assurance. Et c'est vrai que côté assurance, c'est un métier peut-être plus ancien, en tout cas beaucoup plus structuré qu'en courtage de crédit. Et effectivement, il était compliqué de trouver de l'actualité, de parler de réglementation, etc. pour les IOBSP. Et c'est comme ça donc, qu'on a lancé le blog Made in Courtage. C'était en juin 2018. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Non, je vous en prie, je vous en prie. C'est une journée chargée. Oui. D'accord, avec plaisir. Voilà, s'il vous plaît, je vais vous demander de couper vos micros encore une fois pour que bien nous entendre. Bonsoir Franck, bienvenue. Vous allez bien? Avec plaisir. Alors, j'essaie de trouver qui a laissé son micro activé pour ne pas perturber tout le monde. Merci Jean-Jacques pour... Non, c'est pas grave. Hein. Je vous avais donné 1 heure de rendez-vous et en fait, j'ai dû faire un truc à l'heure du déjeuner. Donc, voilà. Et j'ai plus pensé que vous alliez m'appeler. Voilà. Donc, voilà. Mais on se retrouve, quoi qu'il arrive. Voilà, je crois que j'ai réussi à fermer le micro. Désolé pour ce petit souci. Allez, on reprend notre presse. Hop. Et donc, ce que je vous indiquais, effectivement, c'est qu'aujourd'hui, le blog Made in Courtage, voilà, c'est 80 000 visiteurs par an et c'est le moyen pour chaque IOBSP de pouvoir se tenir informé de l'actualité. On essaye de coller le plus possible à ce qui se passe dans notre univers. Et puis, au travers de Made in Courtage, certains d'entre vous le savent, on accompagne aussi le Salon du Crédit, qui est un événement annuel et qui est, à cette date, le seul salon qui soit complètement 100% dédié aux intermédiaires en crédit. Il aura lieu cette année, fin octobre, à Paris. Et puis, au-delà du blog, au-delà de l'événement physique qu'est le Salon du Crédit, on a cherché aussi un autre moyen de communiquer. Et c'est comme ça qu'on a lancé avec des personnes que vous connaissez, notamment Maître Laurent Denis, en droit avocat, et puis les organisateurs du Salon du Crédit. On a lancé en juin dernier Crédit TV, qui est une chaîne que nous mettons à votre disposition sur YouTube. Alors forcément, entre le blog, le Salon du Crédit, Crédit TV, ça fait énormément de rencontres. Et c'est au travers de toutes ces rencontres qu'on a eu cette idée de bâtir une nouvelle offre à destination des courtiers en crédit immobilier, de telle manière à constituer une véritable alternative au réseau organisé en franchise. Et ça a été le lancement de Made in Courtage, le label Made in Courtage. C'était en octobre 2019, donc il y a à peu près 2 ans et demi maintenant. Alors, je suis en webinaire. S'il vous plaît, voilà, je me répète, mais est-ce que vous pouvez couper vos micros pour éviter les interférences? Merci. Alors, aujourd'hui, le label Made in Courtage, c'est une présence nationale. C'est une 40aine d'enseignes qui ont fait le choix de nous rejoindre. Et ça représente aujourd'hui environ 150 agences et près de 400 IOBSP, tous statuts confondus. Les courtiers adhérents, créateurs de leur enseigne, leurs mandataires et leurs salariés. Donc, pas loin de 400 personnes qui, au quotidien, exercent le métier d'intermédiaire en crédit. Notre offre, on l'a basée, on l'a tournée autour de 4 piliers. Et ces piliers, on va voir qu'ils ont toute leur logique par rapport à la situation que, en tant qu'IOBSP, vous rencontrez actuellement. 4 piliers, donc le premier, la conformité. Évidemment, on est sur un métier extrêmement réglementé et il s'agit de vous accompagner dans votre quotidien sur ce premier point.
Deuxième pilier, la communication. On va le voir, la communication à la fois interne entre les adhérents, mais aussi à destination des courtiers, des prescripteurs, des partenaires que vous avez au quotidien. Troisième pilier, la diversification. On verra, là aussi, c'est un biais très, très important pour la pérennité de l'activité d'intermédiaire. Et puis, quatrième pilier, tout ce qui va toucher à l'innovation. Mais encore une fois, on reviendra sur tout cela. Ce soir, je voulais vous proposer qu'on travaille ensemble sur 4 principales préoccupations qui sont ces inquiétudes que vous nous remontez au quotidien, que ce soit au travers des réseaux sociaux, au travers des échanges qu'on peut avoir les uns les autres. Le premier point, et c'est un sujet ô combien d'actualité, je sais qu'il y a des associations professionnelles qui nous font l'honneur d'être parmi nous ce soir. Premier sujet, c'est effectivement la réforme du courtage. Le deuxième point, c'est quelque chose dont on parle maintenant depuis 2 ans de manière très forte avec la crise sanitaire que nous avons connue, c'est tout ce qui touche à la digitalisation. Et puis, il y a un troisième point et qui, lui, est très, très récent, c'est les incertitudes qu'on commence à voir peser aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Et au-delà de ces 3 sujets majeurs, réforme, digitalisation et baisse du marché de l'IMO, on a réfléchi à des pistes, à des solutions pour permettre de continuer à se développer, et on verra quelques illustrations pratiques ensemble tout à l'heure. Alors, on va commencer par le premier point, c'est la réforme du courtage. Ceux d'entre vous qui avaient pu suivre les différents articles qu'on a publiés sur le blog ou qui ont pu suivre aussi les émissions sur Crédit TV, vous le savez, je suis clairement pro-réforme du courtage. Alors, bien sûr, on peut dire sur certains aspects qu'elle a peut-être été mise en application trop rapidement, que les associations ont eu très, très peu de temps pour se mettre en ordre de marche. Mais en attendant, la réforme est là. Alors, je n'arrive pas à savoir qui a laissé son micro ouvert encore. C'est Valérie Mage. Voilà, merci Jérôme. Pardon. Hop, je repars sur nos slides. Cette réforme du courtage, donc, maintenant elle est là. Donc, de toute façon, on est au pied du mur et on ne peut plus faire machine arrière. Et finalement, elle aura mis un gros coup de projecteur sur quelque chose d'essentiel dans notre métier, c'est évidemment la conformité. Et vous le savez tous, les associations professionnelles font un travail de fourmi depuis des mois, des années pour, je dirais, vraiment accompagner les intermédiaires dans leur conformité. Mais parfois, cette conformité, elle a besoin d'un petit peu plus de personnalisation pour pouvoir accompagner toutes les questions que peuvent se poser les intermédiaires en crédit. Et j'ai ici 3 exemples sur cette slide de points de conformité ou de manière d'appréhender la conformité chez Made in Courtage. C'est d'abord au moment de l'adhésion, puisque lorsqu'un courtier nous rejoint, on lui remet un guide de la conformité qui est très complet, il fait plus de 70 pages. Je sais qu'il y a quelques adhérents du label qui sont présents ce soir au webinaire, donc c'est quelque chose de très factuel, très complet, qu'on n'a pas fait tout seul, on l'a fait là encore avec Laurent Denis, l'avocat bien connu de tous, et avec aussi Peritus Formation, donc, qui est un organisme de formation qui nous accompagne très régulièrement. Donc ce guide de la conformité, il ne s'agit pas de le lire in extenso de la première à la dernière page, mais c'est de pouvoir venir piocher dedans tout ce qui va concerner, par exemple, les mentions légales sur un site Internet, ou comment mettre en place la gestion des conflits d'intérêts, par exemple, etc., etc. Donc, de multiples sujets propres soit au métier d'intermédiaire en crédit, ou aussi des obligations générales qu'on a en tant qu'entreprise sur le RGPD, par exemple, etc., etc. Le deuxième sujet de conformité qui est hyper important, c'est que, au-delà des actions que mettent en place les associations professionnelles, au-delà aussi de ce qu'on a pu mettre dans ce guide de la conformité, eh bien, il y a parfois des questions très pratiques que les uns les autres, vous pouvez vous poser dans votre quotidien. Et du coup, on a mis en place un système
que j'ai baptisé ici sur cette slide d'assistance juridique, mais qui permet aux adhérents du label, ils ont une question sur une relation avec l'un de leurs mandataires, sur une relation avec une banque, avec un client, avec un salarié, bref, tous ces sujets qui peuvent vous préoccuper au quotidien. Assistance juridique, un chat, on répond en direct, c'est soit nous-mêmes en interne qui le faisons, ou soit on s'appuie, encore une fois, sur Laurent Denis pour pouvoir apporter une réponse la plus précise possible et aussi et surtout la plus instantanée possible parce que souvent, on n'a pas le temps d'attendre. C'était bon, demain matin, 8h30, nous, ça nous va. Et puis, gros sujet, vous le savez, aujourd'hui, on a une réglementation qui évolue et puis il y a aussi une véritable… À bientôt. Ciao. Ciao. Il y a aussi une véritable inflation de la jurisprudence. Les courtiers gagnent des parts de marché et donc, fort logiquement, il y a une augmentation du nombre de recherches de la responsabilité du courtier par le client qui va chercher à trouver des failles peut-être dans la prestation qui a été délivrée par l'intermédiaire bancaire. Et le principal moyen de se prémunir de ce risque juridique, c'est évidemment un document que vous connaissez tous puisque vous l'utilisez au quotidien. Ce document, c'est le mandat de recherche de capitaux. Et au moment du lancement du label, on a interrogé les intermédiaires pour savoir quels étaient les mandats de recherche qu'ils utilisaient, de qui ils provenaient et surtout, on leur posait la question de quand ils dataient et est-ce qu'ils étaient actualisés. Et on a eu un constat assez terrible à faire, c'est que bien souvent, les mandats utilisés par les intermédiaires sont des documents qui datent de plusieurs années, donc avec parfois au passage des manquements sur le plan réglementaire, mais aussi du fait qu'ils datent de plusieurs années, il n'y avait pas eu d'actualisation. Or, je parlais tout à l'heure de cette inflation jurisprudentielle, eh bien, un mandat de recherche, ce n'est pas un document qui est gravé dans le marbre et on se dit on va le changer tous les 10 ans ou tous les 15 ans. Non, c'est au moins une fois par an qu'il faut le revoir complètement, il faut faire une revue complète, et plus, si nécessaire, encore une fois, compte tenu de toutes les évolutions en matière de jurisprudence. Donc, c'est le pari qu'on a fait aussi au travers du label pour vous permettre d'exercer de manière complètement sécurisée votre activité. On a rédigé avec Laurent Denis un mandat de recherche de capitaux qui nous est propre, mandat de recherche qu'on actualise, alors ce n'est pas tous les mois, hein, mais c'est une fois ou deux fois dans l'année pour justement tenir compte de toutes ces évolutions. Et finalement, pourquoi je vous raconte tout ça par rapport à la conformité? C'est parce que, encore une fois, il y a un gros focus sur cet aspect qui est un gros coup de projecteur qui est mis grâce à la réforme du courtage. Et il faut se dire, ben voilà, prenons le temps, en 2022, prenons le temps de vérifier tous les aspects au-delà de ce que peut demander l'ORIAS, au-delà de ce que vont demander les associations professionnelles. Il faut aller très très loin dans le détail pour se prémunir de tous les risques. Voilà sur cette préoccupation que beaucoup d'entre vous avez sur la réforme du courtage. Deuxième sujet qui revient très très fréquemment et qui est souvent finalement un peu un sujet d'inquiétude parce qu'on pense parfois qu'il y a de gros enjeux capitalistiques, il faut faire d'énormes investissements informatiques, etc. pour mettre un pied entier dans la digitalisation. On ne va pas refaire l'histoire, mais on l'a vu il y a 2 ans, les confinements, etc., etc. Et ça a bouleversé pour chacun d'entre nous la manière de travailler avec les clients, avec les partenaires bancaires, avec les partenaires prescripteurs, les notaires, etc., etc. Et il a fallu un petit peu du jour au lendemain se dire « Waouh, il faut s'organiser, il faut trouver des solutions pour optimiser finalement toutes les relations avec les différents intervenants d'une opération de courtage en crédit immobilier. » Pendant plusieurs mois, on a observé tous les logiciels du marché et on s'était toujours refusé au sein du label à en mettre un en avant plutôt qu'un autre. Et puis, on a eu de plus en plus de demandes de courtiers qui nous disaient
écoute, on n'arrive pas à trouver un logiciel complet, où on a peur de changer, de faire un nouveau choix, etc. Et on a refait un petit tour du marché et on a fait un choix stratégique avec nos adhérents en ce début d'année, qui a été de promouvoir un logiciel en particulier, qui est celui que peut-être plusieurs d'entre vous connaissent déjà ou utilisent peut-être même déjà, qui est celui qui est proposé par Eloa. Encore une fois, ce choix a été long à faire. Ça a été un choix qui a été maturé. Et la mise en avant de ce logiciel, elle a plusieurs raisons qui sont très, très importantes à nos yeux. D'abord, on va reparler ensemble tout à l'heure de diversification. Et aujourd'hui, c'est un logiciel qui permet d'intervenir sur toutes les verticales métiers du courtage en crédit. Le crédit immobilier, qui est l'essentiel de votre activité au quotidien, le regroupement de crédit, le crédit professionnel et le prêt personnel. Et du coup, avec un seul et même outil, qu'en plus de ça, on a mis au cœur de Made in Courtage, eh bien, les adhérents qui le souhaitent bénéficient donc de cette plateforme, avec évidemment, vous vous en doutez, quelques avantages tarifaires compte tenu de notre taille. Et pour aller encore plus loin dans l'accompagnement des adhérents qui choisissent cette plateforme à nos couleurs, eh bien, on s'occupe de tout au niveau des paramétrages, au niveau de la mise en ligne du mandat de recherche de capitaux, de ses annexes, des actualisations, etc., etc. Donc, un choix, encore une fois, mûrement réfléchi, mais on le voit avec les premiers utilisateurs qui ont basculé depuis le mois d'avril. Aucun ne regrette son choix et ça nous a confortés dans cette décision. Voilà sur la digitalisation. Alors, troisième sujet qui fait l'objet de beaucoup d'échanges avec les intermédiaires bancaires depuis quelques semaines, c'est les incertitudes, vous le savez, qui pèsent aujourd'hui sur le marché de l'immobilier. Je ne me souviens plus, est-ce que c'était Orpi ou Century 21, voilà, bref, un grand réseau d'agences IMO qui, début avril, avait livré une stat qui peut faire un petit peu froid dans le dos, qui indiquait qu'au premier trimestre 2022, ils avaient enregistré une baisse de 17% du nombre de transactions par rapport à la même période que l'année dernière. Alors, 17%, c'est important. On va relativiser un petit peu ce chiffre en revenant sur les 2 ou 3 dernières années écoulées au niveau du marché de l'immobilier, où on a vu un marché qu'on peut qualifier peut-être en surchauffe. Le marché naturel en nombre de transactions dans l'ancien, en France, c'est... Pardon, est-ce que vous pouvez couper votre micro? Il y a des petites interférences, s'il vous plaît. Merci, super. Le marché naturel de la transaction dans l'ancien en France, il se situe entre 850 000 et 900 000 transactions à peu près, si on regarde les moyennes sur une longue période. Et depuis 2 ans ou 3 ans, on a enchaîné les records. On était à 1 50 000, 1 100 000, 1 200 000 même en 2021. Et clairement, à un moment donné, il fallait s'attendre à un retournement de ce marché. Ce retournement, il a plusieurs causes. D'abord, le prix de l'immobilier qui n'a cessé de grimper au cours de ces dernières années et qui, de fait, prive aujourd'hui un certain nombre de candidats à l'accession à la propriété. Ça les prive de la possibilité d'acheter parce que les niveaux de prix sont tellement hauts qu'ils ne peuvent y accéder. Deuxième phénomène, c'est le contexte évidemment de taux, avec cette augmentation 40 centimes, 45 centimes en moyenne depuis le 1er janvier de cette année. Forcément, là aussi, ça vient amputer le pouvoir d'achat des ménages. On a fait un petit calcul la semaine dernière. En prenant une même mensualité de 1 000 € hors assurance sur une durée de 20 ans, qui est la durée moyenne des prêts immobiliers, avec les taux au 1er janvier, un ménage avait une capacité d'emprunt de 217 000 €, donc pour 1 000 € de mensualité. Au 1er mai, c'est 207 000 €. C'est-à-dire c'est 10 000 € de pouvoir d'achat en moins pour une même mensualité. Donc forcément, hausse des prix, effet de la hausse des taux d'intérêt, et en plus de ça, la petite cerise sur le gâteau qu'on connaît tous et contre laquelle on a tous
On s'est tous un peu braqués au fil des derniers mois, c'est la mise en application stricte des recommandations, de la recommandation du HCSF, les fameux 35% de taux d'effort, etc., etc. Bref, il fallait s'y attendre à cette baisse du nombre de transactions dans l'ancien. On va mettre de côté le neuf qui de toute façon est un marché qui souffre d'un gros retard. Et je pense que si on fait un rapide sondage parmi vous tous ce soir, vous avez ressenti d'une manière ou d'une autre cette baisse du nombre de transactions. Donc, il faut réagir par rapport à cela. Et c'est un maître mot, et c'est vraiment un peu un mantra qu'on a avec l'ensemble des adhérents du label Made in Courtage aujourd'hui, c'est de se diversifier. C'est quelque chose qui est hyper important. Bien sûr, vous devez être et vous devez rester le spécialiste que vous êtes, reconnu sur le plan local, régional, en tant qu'expert du crédit immobilier. Mais pour autant, il y a des possibilités d'aller chercher de nouvelles opportunités de chiffre d'affaires. Notamment ici, j'ai mis trois biais principaux. Des solutions que vous pouvez soit proposer en interne parce que vous en avez la capacité de temps, la capacité technique, ou parce que vous avez des ressources humaines en interne qui vont pouvoir être spécialisées sur tel ou tel de ces verticales métiers, ou alors, et c'est là aussi ce qu'on a cherché à mettre en place pour vraiment accompagner les courtiers dans cette démarche, c'est d'aller chercher des partenaires qui vont avoir été sélectionnés, qui ont un vrai savoir-faire et une vraie valeur ajoutée à vous apporter. 3 exemples principaux de diversification qu'il faut, à mes yeux, ne surtout pas négliger et même au contraire développer et accentuer sur les 2 ou 3 années à venir. Le RAC, le regroupement de crédit, qui peut paraître très proche du crédit immobilier, mais pour ceux d'entre vous qui le pratiquez, vous savez que c'est finalement presque un métier tout autre. Deuxième vertical métier, c'est le crédit conso. OK, c'est 2 petits montants, ce sont 2 petites commissions, sauf que c'est un outil de fidélisation client, ça permet de retravailler sur son portefeuille et puis finalement, on peut y passer très peu de temps et dans un mois, faire 3, 4, 5 opérations de crédit conso, et ça vient mathématiquement augmenter le chiffre d'affaires. Et puis, troisième verticale, qui, elle, a le vent en poupe depuis 2 ans ou 3 ans, même si c'est toujours compliqué d'avoir des stats officielles en termes de production, mais c'est le crédit professionnel qui voit ses parts de marché augmenter d'année en année, un petit peu comme on l'a connu sur le crédit immobilier depuis 2015, et qui, là aussi, peut devenir une véritable opportunité de chiffre d'affaires, qui peut venir pallier parfois des baisses côté crédit immobilier, et puis qui a un avantage qu'on ne perçoit pas forcément tout de suite, mais c'est que sur du crédit professionnel, quand on amène un dossier dans une banque, vous le savez, les banques sont aussi très désireuses de conquêtes sur le marché des pros, des artisans, enfin des profs libres, des artisans, des TPE, etc., etc. Donc, c'est aussi un moyen, finalement, de renforcer les conventions bancaires, en tout cas les relations que vous pouvez avoir avec les établissements bancaires de votre région. Donc, le RAC, le conso, le pro, on pourrait parler aussi d'autres pistes. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous, vous avez commencé cette diversification, souvent avec l'assurance emprunteur, bien sûr, parfois aussi avec l'immobilier, soit parce que vous disposez de la carte T et que vous faites aussi un petit peu de transactions dans l'ancien, soit aussi en distribuant de l'immobilier neuf. Bref, encore une fois, à nos yeux, c'est très important d'aller explorer chacune de ces pistes et encore une fois, de se préparer tout de suite, sans attendre, pour ne pas se réveiller trop tard, finalement. Alors, gros sujet aussi, évidemment, c'est celui des relations bancaires. Pour l'anecdote, quand on a lancé le label Made in Courtage, c'était en octobre 2019. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quelques semaines après, à la une des Échos, les Échos titraient, c'était vraiment en manchette, les banques déclarent la guerre aux courtiers. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce message, cet article qui avait fait beaucoup de bruit, évidemment, dans la profession. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous avons qualifié ensuite de courtage bashing. Et c'était une situation qui était très pénible
et très angoissante pour beaucoup d'intermédiaires en crédit, surtout que s'en est en suivi la crise sanitaire, etc., etc. Et ce sujet des relations bancaires, on a essayé de le traiter de manière la plus, j'allais dire, la plus intelligente possible. D'abord, et là aussi, encore une fois, on peut remercier les associations professionnelles ainsi que le syndicat que beaucoup d'entre vous connaissent, l'UIC. Toutes ont été actifs, en tout cas le plus possible, sur le sujet de la reconnaissance de l'opposabilité du mandat de recherche de capitaux. Et c'est vrai que cette opposabilité, elle est parfois très difficile à faire reconnaître aux établissements bancaires, pas forcément par mauvaise foi de leur part, mais souvent par méconnaissance. Et précisément, ce que l'on a fait avec Laurent Denis au travers du mandat de recherche de capitaux que nous avons bâti, c'est qu'on a cherché à être très pédagogue pour expliquer aux établissements bancaires ce que signifie un mandat de recherche et les conséquences que cela a en termes d'opposabilité donc du mandat en lui-même. On est reparti tout simplement du Code civil, du Code monétaire et financier et du Code de la consommation. On a mis les choses noir sur blanc dans le mandat de recherche de capitaux. On a même créé une annexe spécifique qui permet du coup à un courtier qui ne dispose pas de la convention bancaire de pouvoir déposer le dossier dans l'établissement en question et d'avoir cette annexe qui réexplique les choses. Et on a vu, alors je ne dis pas que ça marche à tous les coups, hein, mais on a vu néanmoins, on est présent sur toute la France aujourd'hui, on a vu dans plein de régions différentes et avec plein de réseaux bancaires différents que ça a marché, à force justement d'avoir cette explication et sans avoir à relever dans les brancards, j'allais dire. Et de la même manière, on a vu aussi qu'à force de continuer à envoyer des dossiers, même en l'absence de convention, ou même après avoir perdu une convention rémunérée, eh bien, petit à petit, certaines banques sont revenues à la charge vers le courtier en lui disant finalement, on va remettre en place une convention en bonne et due forme et on peut peut-être même parler de rémunération ensemble. Donc finalement, un travail de terrain, un travail en bonne intelligence avec les partenaires bancaires, eh bien, ça finit par porter ses fruits. Certains d'entre vous, ça fait quelques années que vous êtes dans le courtage. Moi, ça fait plus de 20 ans. Donc, ce mouvement, c'est un éternel balancier, hein, la relation avec les banques, surtout les banques de réseau. C'est un coup je t'aime, un coup je t'aime plus. Voilà, il faut s'habituer à cela, mais il faut en permanence, de toute façon, le maître mot. Et là, j'enfonce une porte ouverte, hein, mais c'est d'avoir toujours un travail de qualité et d'aller privilégier la recherche du taux de transformation, etc., pour sécuriser les relations que vous pouvez avoir avec les banques. Donc, côté relations bancaires, beaucoup d'inquiétudes et beaucoup de questions quand j'ai l'occasion d'échanger avec un courtier qui s'interroge sur le fait de nous rejoindre. Et encore une fois, voilà, en ayant cet environnement juridique et cette explication dans le mandat de recherche de capitaux, eh bien, on le voit, ça permet de solutionner les choses avec les banques. J'ajoute au passage, parce que ça peut être une question que certains d'entre vous peuvent se poser, est-ce que le fait de rejoindre un groupement, un label, peu importe l'appellation qu'on peut avoir, et là-dessus, je ne parle surtout pas que de Made in Courtage, est-ce que ça peut permettre d'avoir de nouvelles conventions bancaires? La réponse est non. Et quelqu'un qui vous dirait, oui, je t'assure, si tu viens chez nous, je te garantis que tu auras des conventions bancaires, voilà, clairement, c'est un mensonge. Ça n'existe plus. C'était vrai il y a quelques années. On pouvait se dire, je rejoins telle enseigne parce que ça me permet d'avoir toutes les conventions, etc. Aujourd'hui, même les plus gros acteurs, ceux qu'on peut qualifier d'industriels, ne peuvent plus offrir cette garantie à leurs franchisés ou à leurs affiliés. Et encore une fois, c'est un travail de terrain, c'est un travail minutieux. Et une petite parenthèse, justement, sur le fait de rejoindre un groupement, quel qu'il soit, et peut-être particulièrement Made in Courtage pour ceux qui s'y intéressent. C'est aussi une force de ne pas forcément être isolé dans son coin, j'allais dire, puisque justement, en travaillant en interaction avec d'autres courtiers sur le plan local ou sur le plan régional, ça peut permettre aussi de mettre en avant tout le travail
de conformité, tout le travail de qualité qui est fait lorsque l'on rejoint le label Made in Courtage. Et du coup, de s'appuyer, peut-être, on n'a pas telle convention, on va s'appuyer sur un confrère qui dispose de cette convention. On va lui demander d'aider à entrer en relation avec telle caisse d'épargne, avec tel crédit agricole, avec telle banque pop, etc., etc. Et on le sait, on est dans un métier d'humain, heureusement, encore aujourd'hui. Et le fait d'être, j'allais dire entre guillemets, parrainé par un autre courtier, ça peut, là aussi, beaucoup aider dans l'entrée en relation avec une banque. Alors, réforme, digitalisation, inquiétude sur le marché de l'IMO, le sujet des relations bancaires. Au-delà de tout ça, il faut aussi chercher ensemble des solutions pour se développer. Et là aussi, beaucoup d'échanges au quotidien, que ce soit avec les adhérents du label ou que ce soit avec d'autres d'entre vous qui êtes indépendants, qui êtes membres d'autres réseaux organisés différemment. Et il y a quelque chose qui est hyper important et dont on n'avait pas perçu justement cette importance en 2019 en lançant le label, c'est ce besoin, cette nécessité de communiquer entre nous. Je prends un exemple tout bête. Au moment où je tends mon téléphone, c'est un réflexe, pardon, mais au moment du premier confinement en mars 2020, on s'est dit qu'il faut qu'on maintienne le contact d'une manière ou d'une autre avec nos adhérents. On a commencé à mettre en place une boucle WhatsApp. C'était simplement pour prendre des nouvelles des uns et des autres. Coucou, Nicolas, Marseille, tout va bien, Franck, à Lyon, etc. Et puis, naturellement, cette boucle WhatsApp, elle s'est mise à vivre de par des questions, de par des besoins que pouvait exprimer tel ou tel adhérent, une question technique sur le fonctionnement du PTZ, une question sur un montage avec un financement en SCI ou sur le financement d'une péniche. Bref, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait une discussion qui soit initiée dans cette boucle WhatsApp, discussion souvent très informelle, hein, mais voilà, parce qu'on a besoin d'une réponse. Eh bien, on sait qu'on peut compter sur la force d'un groupement comme le nôtre, d'un réseau comme le nôtre, pour justement, en permanence, obtenir des réponses. Et de cette manière, il y a énormément d'interactions qui sont générées. Et je pense que c'est aussi très important de se dire aujourd'hui qu'on ne peut plus travailler de manière isolée. Finalement, entre courtiers, il n'y a pas forcément énormément de concurrence. La première concurrence, c'est la banque de votre client. Hein. Et au contraire, il faut vraiment s'entraider et se dire, bah voilà, j'ai besoin de quelque chose, je peux lancer, entre guillemets, un appel à la communauté. Et puis, si quelqu'un pose une question et que j'ai la réponse, bah, naturellement, je vais apporter cette réponse. Voilà. Donc, beaucoup d'échanges. Et je pense que ça permet vraiment à chacun de progresser et de se professionnaliser. Et puis, je pense qu'il est important aussi d'avoir des temps d'échange un petit peu plus formels. Et c'est pour ça que tous les mois, on a mis en place des réunions. À chacune de ces réunions, 1 heure, pas plus, parce qu'après, on sait, il faut tous repartir vers les obligations du quotidien. Mais 1 heure de réunion, ça permet d'encore mieux se connaître. On se voit en visio, on voit les visages, on échange, on partage les bonnes pratiques. On fait intervenir aussi toujours quelqu'un de l'extérieur qui va apporter de la valeur ajoutée. Bref, ça permet de se souder et de repartir avec de bonnes idées à l'issue de chacune de ces réunions. Et puis aussi, quelque chose qu'on a mis en place depuis l'année dernière, ceux d'entre vous qui faites partie de réseau ou qui avez fait partie de réseau, vous le savez qu'il y a des choses, un événement souvent très attendu, c'est la convention annuelle. Et c'est vrai qu'on prend tous plaisir aujourd'hui à pouvoir se dire on se retrouve au moins une fois dans l'année et on partage une journée, 2 journées ensemble pour se former, s'informer et progresser ensemble. D'accord ? Donc, la communication interne, c'est vachement important et c'est vraiment un élément majeur pour échanger et se préparer à l'avenir de notre métier. Et puis, on accompagne aussi les structures adhérentes sur de la communication externe. Beaucoup d'entre vous, vous êtes des structures de taille, voilà, avec soit vous travaillez en solo ou parfois avec 1, 2, 5, 10 collaborateurs, mais rarement en interne.
vous avez une ressource qui est en mesure de travailler sur des sujets comme une newsletter mensuelle ou de la création de flyers, d'affiches, de pochettes clients, etc. etc. Et régulièrement, on propose justement à nos adhérents des supports qu'on personnalise complètement aux couleurs de chacun, de telle manière à vous permettre d'externaliser toute cette création marketing, communication sur les réseaux sociaux, etc. etc. C'est aussi l'un des enjeux de demain, c'est d'être capable d'avoir une communication multicanale à destination de vos clients et de vos prescripteurs. Et donc, forcément, ça passe par des nouveaux usages, notamment les réseaux sociaux, etc., etc. Un gros point, un des gros sujets aussi pour beaucoup d'entre vous, et là aussi, on pourrait faire un sondage à main levée parmi tous les présents ce soir, c'est le sujet de la formation. Et j'ai un petit sourire quand j'aborde cette partie-là, parce que j'en ai fait longtemps partie de ces personnes qui remplissaient leurs obligations DCI et DDA globalement entre le 15 décembre et le 31 décembre, pour ne pas dire entre Noël et jour de l'an. Je vois des petits sourires, je pense que vous êtes plusieurs dans ce cas-là. Et c'est vrai que malheureusement, trop souvent, la formation obligatoire des 7 heures en crédit et des 14 heures en assurance était vécue comme une contrainte. On s'est dit, il faut absolument qu'on fasse les choses différemment. Il faut absolument que la formation ait une vraie valeur ajoutée et on en a un petit peu marre d'être en e-learning et de scroller l'écran, de scroller avec la souris pour se dire on fait défiler les slides et on se dépêche de remplir le quiz. Donc, pour la première fois cette année, on a mis en place, alors on aime bien les petits hashtags chez Made in Courtage, donc le hashtag MICTour 2022. L'idée, c'était d'avoir 3 ou 4 étapes donc partout en France pour venir à la rencontre des courtiers et de leurs collaborateurs mandataires et salariés pour les former sur une journée complète, donc les 7 heures de DCI, et la deuxième journée, 7h30 de DDA, qui sont ensuite complétées pour remplir les 15 heures, qui sont complétées par 2 classes virtuelles. Mais du coup, on a fait ce qui est souvent perçu comme une contrainte qu'est la formation obligatoire, on en a fait un vrai atout, de telle manière à ce que tout le monde, là aussi, encore une fois, en présentiel, il y a beaucoup plus de matchs entre chaque participant, entre chaque stagiaire, j'allais dire, et ça permet du coup, là aussi, de fédérer les équipes et aussi et surtout, bien sûr, de continuer de se former encore plus et mieux. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions au fil de l'eau, à les poser, bien sûr, dans le chat. Sur cette slide, j'ai voulu vous parler d'idées comme ça qui sont nées du terrain, avec cet exemple d'une exclusivité qu'on a lancée il y a 1 an tout juste maintenant, qui est ce qu'on a appelé le mandat premium. C'était quoi le constat? C'est qu'il y avait 2 éléments. D'abord, il y a cette contrainte que vous connaissez tous, qui est la diminution des commissions bancaires, quand ce n'est pas leur disparition pure et simple dans certains cas. Donc, une baisse du chiffre d'affaires moyen par dossier, compte tenu de la diminution de la rémunération bancaire, qu'on essaye toujours, évidemment, de compenser par le deuxième biais, qui est celui des honoraires. Mais parfois, on a le sentiment, au niveau des honoraires, d'atteindre un peu un plafond de verre, de se dire je ne peux pas aller plus loin, commercialement, ça me paraît compliqué, etc. Souvent des freins psychologiques qu'on se met d'ailleurs, mais peu importe. Donc, premier point, le changement, l'évolution du mode de rémunération du courtier. Et puis, le deuxième point, et qui est un sujet très criant, souvent chez les courtiers indépendants, qui, pour le coup, font parfois face à des gros acteurs. On ne va pas citer de marque ce soir ensemble, mais vous voyez de qui je veux parler, des réseaux, voilà, encore une fois, qu'on peut qualifier d'industriels et qui bénéficient du coup d'une notoriété complètement liée à la marque commerciale. Et on s'est dit, il faut trouver des solutions pour, d'une part, valoriser les honoraires de chaque courtier ou chaque mandataire, peu importe, et d'autre part aussi des outils qui permettent de se démarquer
de la concurrence vis-à-vis des clients et vis-à-vis des apporteurs d'affaires. C'est comme ça qu'on a lancé le mandat premium, où en fait, on vient embarquer des services supplémentaires à destination du client pour qu'il y ait en quelque sorte un effet waouh et que le client se dise « bah ouais, tiens, mon courtier, bah d'abord, je suis content parce que c'est un courtier local. C'est un peu un artisan du courtage. » Souvent, beaucoup d'entre vous utilisent ce terme-là, un terme que je trouve fantastique. Et cet artisan du crédit, eh bien, en plus de ça, il s'est occupé de moi jusqu'au bout parce qu'il a pensé au-delà de mon dossier de financement à des solutions qui vont me faciliter la vie. Typiquement, dans ce mandat premium, 3 services, je les balaye rapidement, mais un service de conciergerie. Vous avez 85% des dossiers que vous financez, c'est la résidence principale. Il va donc y avoir un déménagement. La conciergerie va faciliter le futur déménagement de votre client. Deuxième service, c'est une plateforme d'avantages avec des bons plans, des réductions dans des magasins de bricolage, dans la grande distrib, pour les loisirs, pour la culture, etc. etc. C'est un véritable outil au passage de fidélisation de vos clients. Et puis, troisième service, une protection juridique qui va venir sécuriser l'acte d'achat immobilier, une PJ en cas de litige avec le vendeur, en cas de litige avec les déménageurs ou en cas de litige avec éventuellement les artisans qui vont réaliser des travaux. Encore une fois, si certains d'entre vous veulent en savoir plus sur ce mandat premium, n'hésitez pas, on pourra provoquer ensemble des rendez-vous en one-to-one. L'objectif, et c'est pour ça que j'insistais sur ce mandat premium, eh bien, c'est que ça a permis à l'ensemble de nos adhérents qui ont fait le choix de distribuer ces services supplémentaires, ça leur a permis d'obtenir plus de satisfaction client, donc plus de recommandations derrière. Évidemment, l'un ne va pas sans l'autre. Et puis aussi, pour beaucoup d'entre eux, ils ont pu augmenter leur mandat moyen en proposant donc justement ces services supplémentaires. Donc, c'est quelque chose qu'on a bâti, co-construit avec les courtiers. Et ça, je pense que c'est très, très intéressant de se dire, voilà, c'est peut-être quelque chose quand on est tout seul, qu'on ne peut pas forcément réaliser, faute de temps, faute de contact aussi avec d'autres univers métiers. Et parfois, quand on est dans des réseaux organisés de manière très verticale, ce qui est souvent le cas malheureusement des franchises, on ne laisse pas toujours place à l'initiative et du coup, c'est compliqué à titre individuel de pouvoir bâtir ce type d'offre. Nous, on est sur un fonctionnement, j'ai déjà utilisé le terme, je crois, à 2 ou 3 reprises tout à l'heure, un fonctionnement très communautaire. Et ça, c'est hyper important. D'autres aspects, je les cite pêle-mêle ici sur cette dernière slide, mais on accompagne aussi nos adhérents avec une protection juridique sur mesure. On a une centrale d'achat qui permet aussi à chacun d'entre nous d'avoir des prix, des économies à réaliser sur les achats du quotidien en tant que professionnel, sur tout ce qui va être bureautique, papeterie, sur les véhicules aussi, etc. Enfin bref, beaucoup d'exemples d'économies qu'on peut réaliser en nous rejoignant. On a aussi de l'aide au recrutement avec un partenariat avec le portail DocFinance et des outils de fidélisation des collaborateurs. En fait, c'est un copier-coller de ce que je vous décrivais tout à l'heure en termes de fidélisation des clients. Voilà, donc, encore une fois, des préoccupations que vous avez dans votre quotidien en tant que chef d'entreprise, des préoccupations qui touchent à l'évolution du métier, à sa digitalisation, à sa réglementation, à son changement de modèle économique. Eh bien, vous le voyez, il existe des solutions. Il y en a sûrement d'autres qu'on va continuer évidemment d'explorer au fil des mois prochains. Mais je voulais, au travers de ce webinaire, de cet échange avec vous ce soir, vous dire que c'est normal d'avoir des inquiétudes sur un métier. On en a tous et on n'a pas fini d'en avoir. Mais en travaillant ensemble, en se regroupant, on peut véritablement aller chercher des solutions pour pallier tout cela. J'en ai terminé sur les slides que j'avais préparés ce soir. Est-ce que ça suscite des questions, des réactions parmi vous? Dites-moi tout. N'hésitez pas à réactiver dans ce cas-là votre micro ou à poser la question dans le chat, comme vous le souhaitez.
Oui, Eric, salut, c'est Géraud. Bonsoir, Bonjour Jérôme. tout le monde. Tu nous as parlé d'un petit MIC Tour, mais on n'a pas de date, on n'a pas de lieu. À avancer là-dessus, qu'on sache où est-ce qu'il faut qu'on prenne nos skis ou notre maillot de bain. C'est une très belle question, Jérôme. Je te remercie de l'avoir posée. Effectivement, alors, malheureusement, le MIC Tour, on l'a réservé aux adhérents du label et vous comprenez pourquoi. Mais on a déjà eu une première étape qu'on a organisée. C'était il y a 3 semaines, je crois, qui était du côté de Rennes et qui a permis de rassembler, on va dire, la grosse région Bretagne et Pays de la Loire. On avait 25 participants, si ma mémoire est bonne. Et je ne vous cache pas que ça a été une joie de se retrouver ensemble parce que pour beaucoup d'entre nous, ça faisait quelques semaines ou quelques mois qu'on n'avait pas participé à une manifestation avec autant de monde. Et on a d'autres dates là qui sont calées courant juin à Lyon. Je fais un petit coucou à Nadège et Fabrice que je vois à l'écran qui nous rejoindront à Lyon pour cette occasion. On sera à Paris aussi fin juin et on a une date ou 2 autres dates sur le dernier quadrimestre, le sud-ouest de la France, donc Toulouse et ou Bordeaux. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas, hein, profitez-en. Je surveille le chat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde ? Ok, j'ai un petit message de Romain. Ok, Romain, je te ferai un petit retour du coup en direct par rapport à ta question, on va dire, plus personnelle, sans souci. Je vois les petits messages de Vanessa, d'autres personnes. Voilà, et ben voyez, j'avais prévu 1 heure grand maximum. Ça fait 50 minutes tout pile qu'on a démarré ensemble. S'il n'y a plus de questions, il me reste évidemment à vous remercier chaleureusement d'avoir participé ce soir. Le webinaire était enregistré. Je vais faire le petit montage pour le mettre sur YouTube et vous envoyer le lien. Vous avez mes coordonnées si vous le souhaitez pour qu'on puisse prolonger les échanges j'allais dire en face à face, voilà, sur Zoom ou par téléphone sans difficulté. Ce sera au contraire avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, c'est le petit hashtag que vous voyez hop, en bas de l'écran, hashtag ça bouge dans le courtage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci encore à tout le monde. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Merci Eric, à bientôt. Merci à Ciao, tous. ciao. Merci de votre participation.